manifestations. Je condamne fermement tout ce qui s'est passé et qui continue de se passer au Parlement camerounais depuis l'ouverture de la session parlementaire. Je pense que c'était le 10 mars dernier. Nous ne nous entendons pas sur leur manière de diriger le pays Cameroun. Je pense qu'en 43 ans, ils n'ont pas été à la hauteur des propres objectifs qui se sont fixés et qu'il faut qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des personnes autour de moi pour nous convaincre aujourd'hui qu'il faudra accepter des choses qui ne correspondent pas à la même. Est-ce que le code électoral est en train de subir des modifications de manière consensuelle? Non. Ça veut dire que le président Biya a rejeté la proposition que nous lui avons faite. Il a rejeté le schéma d'union et j'allais dire de conciliation, de réconciliation de la nation camerounaise que nous avons proposé. Donc, une fois de plus, nous ne sommes pas sur le même chemin politique. Comment pouvons-nous donc être ministre d'un président qui n'a pas la même ligne politique que nous? Donc, pour répondre très clairement, non. Non, dans les cas non, je n'irai pas, parce que je dirais que mettre en place une ligne politique qui est totalement contradictoire à ce que je propose. Bien le bonjour. Il est ingénieur, homme d'affaires, mari au foyer, jeune, homme politique et candidat aux dernières élections présidentielles du 12 octobre au Cameroun. Vous avez sans doute imaginé, il s'agit bien évidemment de Iran Samuel Liodi. Si j'écorche le nom, il va me corriger. Iran, bien le bonjour et bienvenue dans le ring. Bien le bonjour à vous, M. Kamgé. C'est un plaisir de pouvoir m'exprimer sur votre média. Ok. J'espère que j'ai fait une bonne présentation de manière sommaire. Oui, de manière sommaire, mais j'imagine qu'on va repasser en revue certains aspects de ma vie. Effectivement, je suis Iran Samuel Liodi, président national du MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, et le plus jeune des candidats à la dernière élection présidentielle. Maintenant, nous sommes aux élections présidentielles 2025. Vous êtes porté par un partenariat par le FDC. Et le 26 juillet, votre candidature est acceptée. Nous avons deux questions qui arrivent là. La première, comment avez-vous apprécié, puisque ça devenait un véritable serpent de mer, l'acceptation de votre candidature? Et de l'autre côté, on avait voté en touche de manière pas démocratique, et je l'assume, la candidature d'un homme fort de l'opposition camerounaise, j'ai nommé le candidat du MRC. Comment avez-vous apprécié l'acceptation de votre candidature et ensuite? Nous avons élaboré un programme en partant du projet de société du MP3. Ce programme s'intitulait Le continent de Boudous pour libérer le Cameroun. Et chemin faisant, en discutant avec d'autres acteurs politiques, nous nous sommes rendus compte que notre programme avait de la valeur, avait du poids et méritait d'être présenté au Cameroun. Nous avons donc regardé parmi les formations politiques qui pouvaient investir des candidats, celles avec lesquelles nous pouvions louer une alliance. Donc, il y a eu une discussion avec près de 6 formations. On a discuté avec le MCNC, on a discuté avec le Malidem, on a discuté avec le MPCN, je dois oublier une ou deux autres formations. On a discuté avec le mouvement progressif, le MP. Mais finalement, nous sommes arrivés à une alliance avec le FDC, le Front des démocrates camerounais, qui a accepté de porter notre candidature. Donc, à partir du moment où cette alliance était actée, nous avions pris toutes les mesures pour assurer la conformité juridique et donc ce n'était pas une surprise que la candidature soit retenue. Donc je continue de remercier tous ceux qui ont mis de l'énergie pour que cette candidature soit acceptée. Effectivement, nous avons eu connaissance quelques jours après, puisque la candidature du professeur Maurice Kamto, président du MRC, à l'époque candidat du Manidem, avait été rejetée, qu'il a fait un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et quand le Conseil constitutionnel rend sa décision, nous sommes à Dakar, dans le cadre d'une série de rencontres avec la diaspora camerounaise d'Afrique de l'Ouest. Et je m'étais exprimé très clairement pour condamner ce rejet-là. Démocratique ou pas, je ne sais pas, mais qui ne faisait pas honneur à la République camerounaise, au jeu démocratique camerounais, de ne pas permettre à l'un des acteurs majeurs de l'opposition de pouvoir présenter son projet. Il faut laisser les Camerounais sanctionner et ne pas utiliser ou manipuler les institutions à des fins de conservation du pouvoir. Ça a été fait, nous avons acté de cela, malgré notre condamnation, et puis plus tard aux élections présidentielles, nous nous sommes rendus compte qu'une fois de plus, la souveraineté du peuple camerounais avait été mise de côté. C'est bien regrettable, il faut continuer de conscientiser les Camerounais pour qu'on ait une masse critique encore plus forte qui défende les intérêts des citoyens dans le champ politique. Oui, justement, vous étiez à Dakar, on vous a vu devant la tombe
du premier président camerounais, Amadou Ahidjo. Quel était votre sentiment? Ça m'a d'ailleurs valu des inimitiés dans la famille, parce que vous imaginez quand vous venez d'une famille dupéciste où certaines personnes ont été assassinées par ou en complicité avec le régime Ahidjo, c'est très mal perçu. Mais ce que je continue de dire, c'est que le troisième président de la République du Cameroun devra être un rassembleur. Il devra réunifier ou réconcilier la nation camerounaise avec son histoire. Il devra donc trouver le moyen de mettre à la même table à la fois les héritiers de Mounier, de Wandié, de Oumniobé, de Douala Mangabel, et puis de l'autre côté, ceux du régime Ahidjo et peut-être même du régime Biya qui ne sera plus là. Et donc nous pensons qu'il n'est pas normal, pour la grandeur que nous pensons pour notre pays, que la dépouille du premier président de la République, on peut lui reprocher ce qu'on veut, continue de séjourner à l'extérieur du pays. Donc nous avons voulu avoir ce moment de recueillement-là, et nous continuons de travailler à notre petit niveau avec la petite influence que nous avons pour militer pour le retour de la dépouille du président Ahidjo, et pas que, hein. Il y a de nombreux opposants de cette période de lutte pour les indépendances, que tous ces restes-là puissent être ramenés sur le territoire camerounais. Oui, mais on vous a très méconnu, ça c'est pas péjoratif, dans le champ politique, vous arrivez, et on vous a vu vraiment arpenter le terrain, les réalités du Cameroun. Vous étiez dans le Nord, on vous a vu aussi, même si ça vous a valu pour le président Amadou Ahidjo, mais vous étiez aussi devant la tombe de Robin Oumniobé, eh bien, qui sont quand même ceux-là qui ont permis que le Cameroun soit le Cameroun qu'il est aujourd'hui. Et quelle est votre perception de la société aujourd'hui, les jeunes, partout? Qu'est-ce qu'ils vous disaient quand vous étiez dans la rue? Il n'avait pas besoin de me dire ce que je ne savais pas déjà. Je suis un Camerounais qui vit au Cameroun, qui vit la réalité des coupures d'électricité, qui vit la réalité de la pression fiscale quand on est chef d'entreprise, qui vit la réalité du manque d'accès à l'eau potable, la réalité de la qualité des routes, qui en même temps tue des milliers de Camerounais chaque mois, mais dégrade également la qualité de nos véhicules. Donc je vis la morosité et les conséquences de la malgouvernance de notre pays. Je n'allais pas tant à la rencontre des Camerounais pour qu'ils m'expliquent ce que je savais déjà, mais pour leur expliquer comment est-ce que je pense qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Et je pense que j'ai plutôt eu un accueil favorable sur le territoire camerounais comme à l'étranger. Sans doute méconnu au moment du dépôt de candidature en tant qu'acteur politique du premier plan, mais vous venez de le dire, je faisais la politique, j'avais 19 ans. Donc j'ai pris le temps d'apprendre. J'ai fait mes classes en politique. Très courtement au RDPC pendant 6 mois. Je suis revenu au Cameroun, j'ai milité longuement dans les mouvements de jeunes. J'ai été à un moment donné aux côtés de l'honorable Joshua Oshi, puis membre de Stand Up for Cameroun sous la présidence de Madame Kawala. Ensuite avec le bâtonnier Akeremouna, avant de décider de sauter le pas. Donc j'ai pris le temps, je ne parlerai pas des aînés de regretter mémoire Anissé Kane et d'autres, le président Cyril Sambaka, qui de temps en temps me prêtent leur oreille, me donnent des conseils pour que je continue d'avancer. Donc c'était juste le moment pour moi de faire mon apparition sur la scène politique, mais je ne démarrais pas mon engagement politique en 2025. Donc oui, j'ai souffert de ce déficit de connaissances-là. Mais de l'autre côté, les Camerounais ont, je pense, accueilli avec beaucoup d'ouverture d'esprit le projet que je leur ai proposé, d'accord sur certaines lignes politiques, pas d'accord sur d'autres, mais au moins ça m'a permis de faire le tour du Cameroun. Je l'avais déjà fait dans le domaine des affaires, mais dans le domaine politique, de discuter, de comprendre un peu mieux les différences que nous avons, parce que je dis souvent le Cameroun, c'est une somme de plusieurs Camerouns. Je suis un peu mieux connu maintenant, le travail ne s'arrête pas là. La politique, c'est un combat de longue haleine, donc nous continuons de bâtir notre démarche avec la conviction que le MP3 finira par présider aux destinées du Cameroun. Oui, puisque pendant les élections, je faisais des articles et quelque part, j'enquêtais sur vous. Les femmes m'ont dit non, on l'aime beaucoup parce qu'il est beau. Ça, c'est pour titiller. J'en suis flatté, mais j'espère que je suis apprécié pour autre chose que cela. Je pense. Est-ce que vous avez été informé de ça? Je lis sur les réseaux sociaux les commentaires comme tout le monde. Oui, mais j'ai aussi vu beaucoup d'autres choses. J'ai vu des débats sur ma proposition de modification du système éducatif. J'ai vu des débats sur la politique industrielle que je propose, sur l'idée de fond, une idéologie centrée sur l'histoire et les traditions africaines. Donc, je pense qu'au-delà de mon apparence physique, il y a eu des débats de fond sur ce que je proposais. Et les Camerounais ont quand même retenu des grandes lignes de l'offre politique que nous avons et c'est le plus important. Oui, là maintenant, dans les grandes lignes, je pense, j'ai lu, je peux me tromper, vous allez me corriger, 12 points, parmi lesquels vous demandez qu'on doit reformer le système éducatif camerounais, concrètement. Qu'est-ce qu'il faut changer? Tout.
Parce que le système éducatif est l'outil à travers lequel vous formez les citoyens, vous formez les leaders de demain. Aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui est hérité de la colonisation, comme beaucoup de choses dans notre pays. Oui, ça, vous le dites, vous. Nous sommes l'héritage d'un système anglophone et d'un système francophone qui, pour chacun d'entre eux, servait des intérêts précis. Celui de former des administrateurs qui allaient prendre le relais de l'administration coloniale. Et c'est pour ça que nous continuons d'avoir dans nos pays un haut taux de formation dans les métiers de l'administration publique, du droit, de la science politique, et pas essayer dans les métiers des sciences et des technologies. Il faut une transformation radicale de cela. Donc la première des choses, c'est de décider quel est le Cameroun que nous voulons construire, quelle est la place qu'il occupe dans l'humanité, quels sont donc les types d'hommes qui vont construire ce Cameroun et de quelles compétences ils ont besoin. Et nous résumons ça en 2-3 choses. La première des choses, c'est la conscience même qu'il faut planter dans l'esprit des Camerounais. Donc, en termes de contenu historique, d'enseigner l'histoire des peuples qui constituent et qui composent la nation camerounaise d'aujourd'hui. Ces peuples n'ont pas commencé à exister en 1960, ni en 1492, quand Fernando Po se promenait dans l'estuaire du fleuve Vouri. C'est des peuples qui ont des histoires multimillénaires. Et dans leur histoire multimillénaire, on y trouve des modèles d'organisation sociétale. Donc, il faut enseigner cela. Il faut enseigner nos langues. Il faut enseigner la réalité de nos valeurs. Et à côté de cela, nous devons avoir un système qui a un fort accent sur l'application des arts et des sciences dans la transformation des richesses locales. Pour être très précis, ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui 58 départements au Cameroun qui ont pour chacun des forces en rapport avec la qualité du sol, en rapport avec le climat, en rapport avec les valeurs même que partagent les hommes qui y vivent. Et donc, pour nous, c'est d'avoir un système économique décentralisé ou localisé qui se concentre dans chacun de ces départements-là à transformer les ressources et les richesses locales pour apporter de la plus-value. Et donc, forcément, le système éducatif va s'aligner dessus. Ça veut dire que dans certaines zones, vous aurez une éducation qui se concentrera sur la formation des ingénieurs électriciens, parce qu'on voudra exploiter le potentiel hydrologique ou le potentiel solaire. Dans d'autres, vous formerez des personnes qui seront spécialisées dans la transformation agroalimentaire. Sur l'ensemble du territoire, il faudra qu'on développe la formation au métier du digital, du numérique. Donc, voilà un peu ce que nous proposons comme système éducatif. Et dans notre programme, à l'élection présidentielle, il est très détaillé en termes de contenu de la classe de 6e à la classe de terminale. À la classe de terminale, bien sûr. Et maintenant, autre question, toujours par rapport à votre programme, nous allons un peu nous attarder là-dessus. Vous aimeriez, je vais dire, réduire le nombre de ministres, une vingtaine. Bon, on se pose bien la question aujourd'hui, est-ce qu'au regard de la situation, il y a beaucoup trop de ministres au Cameroun? La première question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on en a 60, 63, 66 membres du gouvernement assimilés. C'est beaucoup trop pour un pays de 30 millions d'habitants qui fait face à de nombreux challenges. Nous venons de soutenir une modification ou un report, une prorogation des mandats des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux sur le fait que l'État manquerait d'argent, qu'il n'y aurait pas assez de budget pour financer ces élections-là. Et pourtant, nous continuons de financer un train de vie princier avec un effectif pléthorique pour l'équipe gouvernementale. Nous avons proposé dans notre programme la composition exacte de ce gouvernement-là. Nous pensons qu'une vingtaine de ministres suffisent à avoir une coordination efficace de l'action gouvernementale et prendre les décisions qui s'imposent pour améliorer le quotidien de vie des Camerounais. Et en ce cas, je pourrais prendre 2 ou 3 exemples très facilement. Nous avons aujourd'hui au Cameroun un ministère dans le champ de l'éducation, un ministère des enseignements de base, un ministère des enseignements secondaires, un ministère des enseignements supérieurs, un ministère de la recherche. Ça fait 4 ministères qui, pour nous, n'en constitueraient qu'un seul. Comme dans tous les pays qui se respectent, ce sera le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche. Je peux aller sur le secteur des infrastructures. Là aussi, on s'embrouille. On a le ministre de l'urbanisme, on a le ministère des travaux, on a le ministère des transports. Ça peut simplement être un ministre des grands travaux et des infrastructures nationales. Donc, nous avons proposé dans notre programme un regroupement des ministères par centre de coût, par centre d'activité, qui permettrait d'avoir, avec une vingtaine de ministres, la même efficacité et une économie de coûts pour que l'argent qui est dépensé pour entretenir leur train de vie soit plutôt réorienté vers les infrastructures sociales qui, elles, ont un impact quotidien dans l'amélioration de vie des Camerounais. Je pense aux écoles, je pense aux centres de santé, je pense à la qualité des routes. Si vous étiez élu au choix du 12 octobre, quelle est la première mesure que vous devriez prendre pour changer
pour impacter la vie des Camerounais? Il y en aurait eu plusieurs, difficiles. Quand vous voyez le fond du gouffre dans lequel nous nous trouvons, qu'avec une mesure, vous puissiez impacter. Mais je l'avais dit, j'aurais procédé dans la foulée après la présentation, parce qu'il faut attendre d'avoir prêté serment à la nomination d'un Premier ministre. Et nous aurions tenu le premier conseil des ministres dans les régions du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, dans l'une des deux, avec un agenda très clair. Le premier, ouvrir un dialogue clair pour arriver à un terme de cette crise-là, une sortie du conflit, une démilitarisation progressive pour réindustrialiser cette zone-là. Le deuxième, engager une lutte acerbe et agressive contre la corruption avec la mise en place, nous avons défendu cela, d'une institution spécialisée avec les pleins pouvoirs pour lutter contre la corruption et récupérer les fonds. Je pense que c'est les deux premiers leviers sur lesquels nous aurions joué. Nous aurions également procédé à une réduction d'à peu près 20% des prix du carburant comme mesure immédiate sociale pour permettre un dégraissage des prix des produits de première consommation sur le marché. Voilà les trois premières actions que nous aurions menées si les Camerounais nous avaient accordé leur confiance le 12 octobre. Jusqu'à 48 heures avant les élections présidentielles, le peuple camerounais vous appelait, vous et bien d'autres, à vous rapprocher de certains leaders pour faire une coalition forte. D'ailleurs, même accompagné, entre guillemets, nous l'avions baptisé le bon diable. Mais vous avez vous-même trouvé, vous étiez très distant en disant, ce sont vos propos, que vous ne pouvez pas coaliser avec ceux qui, il y a 4 mois, ils étaient encore ministres de l'IA. Non, pas du tout, pas du tout. C'était pas ça le sens de mon propos, puisque je dois vous le dire. Je dépose ma candidature le 21 juillet 2025 à l'ICAM. La première personne que je vais voir au sortir de ça, de l'ICAM, quand je sors de l'ICAM, c'est le ministre Chiroma. Je passe toute l'après-midi, une partie de la soirée, c'est le ministre Chiroma. Donc, je pense que si on regarde aujourd'hui les 11 candidats de l'opposition, je suis pas sûr que vous en trouverez un qui ait communiqué le plus avec les autres candidats que moi. J'en suis pas sûr. Donc, j'ai essayé de rapprochement avec la plupart des candidats. Pour certains, nous n'avons pas pu nous accorder sur le contenu de l'offre politique que nous proposions. Pour d'autres, sur la question de la stratégie de conquête du pouvoir puis de gouvernance. Mais il y en a avec qui nous avons des avancées majeures. Et je n'ai eu cesse de les citer, deux particulièrement. Le candidat Chiroma et le candidat Cabral Libi. Je l'ai toujours dit, nous avons eu des avancées. Ça ne s'est pas fait pour des raisons qui échappent moi-même. Je vous dirai à mon contrôle, avec le recul. Le ministre Chiroma a eu beaucoup de rendez-vous ratés. Nous avons eu un premier rendez-vous à Yaoundé qui n'a pas pu se faire alors qu'il venait vers Douala. Moi, j'allais vers le nord. Je suis revenu. J'ai envoyé une équipe à son meeting qu'il a tenu à Bafoussam. Le rendez-vous n'a pas porté des fruits. On a reprogrammé un rendez-vous à Douala quand nous sommes arrivés par sur DA. Donc, il y a eu, je vais dire, un empêchement d'agenda qui n'ont pas permis qu'on ait des discussions claires et profondes sur comment est-ce que nous devions engager cette démarche-là, mais j'étais totalement ouvert. J'ai rencontré le président Anissé Kamé sur cette question-là. Mon vice-président, désormais premier vice-président du MP3, qui à l'époque était secrétaire exécutif, puisque j'avais démissionné de ces fonctions-là pour me porter candidat, a rencontré Amine Ndiele. Donc on a eu des échanges et on pensait qu'il y avait toutes les raisons d'y parvenir. Nous n'y sommes pas parvenus. Des fois, le cours de l'histoire se passe comme ça. Et à 3 jours de l'élection, vous l'avez dit, constatant qu'on ne pouvait pas conclure de manière claire une alliance, nous avons décidé de porter notre projet jusqu'au bout. Et qu'est-ce que le président Issa Thioma vous a dit? Si c'est une indiscrétion, parce que vous avez avancé. Un très bel échange, je vais vous dire. Parce que nous y sommes allés avec des reproches clairs. Je ne vais pas parler de l'affaire de Vanessa Tchatchou, je ne vais pas parler de Bibi Ngota, je ne vais pas parler de notre jeune compatriote assassiné dans l'extrême nord avec un bébé sur le dos par l'armée camerounaise. Le ministre Chiroma avait... Tourné en dérision. Donc, je ne parle pas de tous ces faits-là, mais nous sommes allés lui dire que pour avoir l'assentiment de la jeunesse, il faudra à minima qu'il demande pardon. Je pense qu'il l'a fait, peut-être pas dans les termes que nous aurons espéré, mais il l'a fait quand même lors de son déplacement, je pense, dans la région du Nord-Ouest. Mais qu'il fallait qu'il... Je ne parle pas de la question du Nozo, je ne parle pas de sa position à la suite de l'élection présidentielle de 2018 pour laquelle le président Kanto réclamait la victoire. Donc nous lui avons rappelé que pour tous ces faits-là, il fallait qu'il nous donne des gages et qu'il facilite une possibilité de coalition avec lui. Et nous avons une séance de travail stratégique vraiment objective sur les forces qu'il avait en tant que candidat, les faiblesses qu'il avait et les nôtres. Et on a regardé comment est-ce que nous pouvons mettre cela ensemble. Je pense qu'on a même produit une note détaillée sur une démarche de campagne collective. Je vous dis une fois de plus, ça ne s'est pas fait. Je pense qu'à un moment donné, l'entourage, c'est un peu normal, hein, du président candidat Chiroma a grossi. Et donc, on a commencé à avoir une multiplication d'interlocuteurs qui a fait que le travail ou l'échange, pourtant que nous avions commencé en direct tous les deux, n'a pas porté les fruits. Est-ce que vous avez pensé quand même à voir le baptême
vous me voyez venir du professeur Maurice Kamto? Avant Le baptême ou le soutien? À un moment donné, est-ce que non, vous pas avez... baptême, je suis allé rencontrer je dirais pas de baptême, je suis allé rencontrer le professeur Maurice Kamto, président du MRC. Non, je voulais dire, à son, avez-vous sollicité je son suis soutien? allé le rencontrer à son domicile. Mhm. Je lui ai expliqué quel était notre projet, quelle était notre démarche à court, à moyen et à long terme. Mhm. Et pourquoi est-ce que nous pensions qu'à la suite de sa malheureuse élimination, il fallait que le soutien du MRC se penche vers un candidat de la nouvelle génération. Le professeur Maurice Kamto nous a accordé son oreille. Il nous a dit en retour qu'il était très embêté parce que la plupart des candidats qui étaient venus le voir, chacun avait vanté justement ses forces et sollicité une alliance avec le MRC. Il n'avait absolument rien contre. Il nous a dit clairement, si nous travaillons derrière à lui présenter un candidat consensuel, ça faciliterait pour lui, au sein des rangs du MRC, le positionnement vers un candidat qui représenterait la force de l'opposition. Donc, on l'a écouté, on en a pris note. Nous sommes repartis, nous avons essayé de travailler une coalition, ça n'a pas marché. Nous sommes allés jusqu'au bout de cette démarche, ce qui ne nous a pas permis, enfin, nous a pas empêché de nouer de très belles relations avec un certain nombre de cadres dirigeants du MRC, donc le vice-président Mamadou Mouta, avec qui je suis aujourd'hui en contact permanent. Ok. Et le 13, vous êtes quand même courageux. Vous êtes l'un des rares candidats de l'opposition qui va quand même avouer que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Il fallait dire les faits. Je n'ai pas dit que c'est un candidat d'opposition qui a clairement gagné, mais j'ai dit qu'au vu des procès-verbaux que nous avions le lendemain matin, il ne faisait aucun doute que les Camerounais majoritairement avaient voté pour le changement. Bon, on a attendu, quand le Cameroun est l'une des rares curiosités, il faut attendre 2 semaines pour avoir les résultats. Donc, dans ces jeux de manipulation, on a commencé à avoir des informations qui ne concordaient plus jusqu'à la fin, puisque dans certains cas, les PV des commissions départementales de l'ECAM ne s'alignaient pas avec les résultats tels que proclamés par le Conseil constitutionnel. Donc, on a continué d'avoir des irrégularités comme cela, qui jusqu'aujourd'hui font penser à un certain nombre de Camerounais, un grand nombre de Camerounais, que les résultats tels qu'ils ont été proclamés par le Conseil constitutionnel ne traduisent pas la vérité des urnes. Je dis, on aurait pu trouver une voie de réconciliation. Le président de la République s'est exprimé le 6 novembre au palais portant son nom, appelant les Camerounais à une union sacrée. On se serait attendu qu'au sortir d'une élection aussi serrée, le RDPC n'avait pas connu ça depuis 1992, qu'il y a vraiment une démarche de conciliation et de réconciliation. Nous constatons que le RDPC décide de foncer tout seul, tête en avant, tête baissée, et continue par des actes comme celui qui est arrivé il y a quelques jours, je pense le 2 avril, à violer la souveraineté du peuple camerounais, à ne pas tenir compte de ce que les Camerounais ont exprimé. C'est extrêmement dommage pour notre démocratie, mais j'ai bien peur que ça ne finisse pas par porter les fruits qu'ils espèrent. Nous allons en parler longuement. Issa Chiroma Bakari, lui, va réclamer sa victoire. Il y aura rapidement les crises post-électorales. Jusque-là, vous êtes celui-là qui va s'exprimer parmi beaucoup d'autres pour trouver que non, ça n'allait pas. Est-ce que pensez-vous réellement, dites-nous, Iran, est-ce que c'est Issa Chiroma qui a gagné les élections? Alors, je ne peux pas dire, mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose. Vous avez demandé quel est le sens que nous accordons au panafricanisme. Oui, oui. Et je veux passer par là pour répondre à la question. Moi, je suis un fils de porteur de tradition. Et dans toutes les traditions africaines, les formulations peuvent être légèrement différentes. Il y a 2 principes fondamentaux qui les fondent. La vérité et la justice. Les anciens d'Égypte l'appelaient la Mahat. Chez nous, les Bassans, nous énonçons notre tradition en disant Mbok Koba Nikon, Aneimali Ganitelepse. Ça veut dire la tradition antique et éternelle de vérité et de justice. Vous ne pouvez pas donc être un légataire de la tradition qui s'engage en politique sur la base de ces principes-là et vous commencez à tenir un discours ambigu. Moi, je dis la vérité de mon cœur et la vérité de ma tête. La vérité de ma tête est celle des éléments probants que je peux analyser. La vérité de mon cœur est celle du sentiment que je porte. Donc, 2 choses. Les éléments reçus dans les 48 heures qui ont suivi l'élection, jusqu'au 14 octobre, indiquent clairement que le président Issa Chiroma est celui qui a gagné les élections. Dans la foulée, comme je dis, il y a eu des PV dans certaines régions qui ont tardé à sortir, qui ont mis plus de temps qu'il le fallait. Le Conseil constitutionnel a proclamé autre chose. Je l'ai dit, le seul moyen d'assainir cette question, si on estime que c'est encore celle du débat aujourd'hui, c'est de publier les 31 653 procès-verbaux. J'ai continué d'appeler les Kamasla et je le dis encore, et même le Conseil constitutionnel.
qu'on publie les 31 653 procès-verbaux à partir desquels le Conseil constitutionnel a donné son verdict. Sur cette base-là, vous, moi et tous les Camerounais, on pourra faire une petite compilation avec un fichier Excel et se rendre compte de si c'est vrai, comparer avec les PV que les différents partis politiques ont obtenus et avoir la vérité des yeux. Voilà ce que je continue de réclamer. Je pense que ce n'est pas le chemin que le RDPC a choisi. Je pense qu'ils ne feront pas marche arrière. Et donc, il faut que l'opposition, de manière générale, réévalue ses forces pour choisir comment est-ce que nous continuons de mener la bataille pour l'avènement de la vérité et de la justice au Cameroun. Hiram, quand on vous écoute, et je vous écoute très régulièrement, vous avez une probité indiscutable. Sauf qu'après les élections, le président ou encore le président du FDC va vous accuser, je ne sais pas s'il veut dire de détournement, mais il va dire les 15 millions alloués à la campagne électorale, vous avez géré de manière floue. C'est pas... Deux, trois choses. Hein. On ne jette les cailloux qu'à un arbre qui porte des fruits mûrs. Je ne pense pas qu'il y ait un homme dans l'humanité qui soit un leader dans quelque champ que ce soit, hein, dans le champ économique, dans le champ politique, dans le champ spirituel, qui n'ait pas subi des diffamations et des mensonges sur son dos. Je ne suis ni le premier et je ne serai certainement pas le dernier. Le ministère de l'administration territoriale, sur la base de la Constitution et du Code électoral, a alloué 15 millions aux candidats, pas aux partis politiques, pour pouvoir battre campagne. Nous avons utilisé les 15 millions pour battre campagne. Aussi simple que cela. Le seul organe de qui nous devons rendre compte de cette utilisation, c'est le MINAT. Ce n'est pas le président d'un quelconque parti politique. Donc, ces fonds ont été utilisés pour battre campagne. Et je le redis, je l'ai dit à plusieurs reprises, une partie a été mise à disposition de chacun de nos alliés politiques pour pouvoir à son tour accompagner la campagne dans un territoire donné. Je ne leur demande pas les comptes de ce qu'ils en ont fait. En tout cas, je me suis concentré avec le peu de moyens que nous avions. Nous avons battu une campagne digne jusqu'au bout et je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont fait ce travail-là. Nous partions d'un budget estimatif de 2 milliards de francs CFA. Nous avons fait campagne avec 100 millions de francs CFA intégrant la campagne. Donc, quand vous la retirez, il reste 70 millions. Sur ces 70 millions, je pense qu'on a dû avoir 20 millions dedans dans la nature. Donc, on n'a eu que 50 millions d'argent avec lesquels on a fait campagne. Donc, sur ces 50 millions, pourquoi on ne fait pas le débat sur l'ensemble des 50 millions? Pourquoi est-ce qu'on ne se demande pas comment est-ce que cet argent a été levé? Qui a contribué? À quoi c'était alloué? Pourquoi est-ce qu'on fait le débat uniquement sur les 15 millions que le MINAT a donné aux candidats pour faire campagne? Le MINAT ne m'a pas alloué cet argent-là pour un autre objet. Et si je l'ai réutilisé pour un autre objet, il s'agirait simplement d'un détournement de fonds publics. Là, mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Puisque vous-même, vous dites quelque part, vous allez me corriger, que il vous accuse aujourd'hui parce qu'ils auraient voulu que vous souteniez le parti au pouvoir. Il y a eu beaucoup de choses dans cette campagne. Il y a eu beaucoup de choses, mais moi, personnellement, je vous le dis encore, je suis un fils de la tradition. On m'a appris qu'il y a des affaires, non seulement on lave le linge en famille, mais une fois qu'il est lavé, on n'en parle plus. Il y a eu beaucoup de choses pendant la campagne. Nous avons fait le choix de rester calmes pour ne pas nous-mêmes nous déconcentrer de l'objectif que nous avions à atteindre. Il y a eu beaucoup d'intimidation, il y a eu beaucoup de manipulation, il y a eu beaucoup de tentatives de déroutement en interne comme en externe. Mais ça fait partie du jeu politique. Je ne suis ni le premier ni le dernier à le subir. Nous avons choisi de mener la campagne digne jusqu'au bout. Je n'en ai parlé de tous ces faits-là que parce qu'à peine sorti de l'élection présidentielle le 12 octobre, le 13 octobre, le parti qui m'a investi a fait une déclaration publique pour dire que le candidat Biya avait remporté l'élection, alors que nous n'avions pas encore un seul PV. Les commissions départementales n'avaient pas encore commencé à siéger. Donc, il m'apparaissait normal de rappeler quand même que nous commencions à prendre des chemins politiques totalement divergents et que, bon, ils m'ont radié de leur parti politique auquel j'ai adhéré pour le cadre de la campagne. J'ai pris acte. Je suis retourné vers le MP3 pour pouvoir défendre en toute indépendance la ligne qui a été la nôtre depuis le début, qui est la ligne de la vérité et de la justice. Donc, je n'accepterai pas que, quel que soit le chantage ou l'objet de chantage qu'on ait contre moi, qu'on essaie de l'utiliser pour me dérouter de mon chemin. Le RDPC, je l'ai connu il y a 19 ans. J'y ai des connaissances, je pense, comme la plupart des Camerounais. Nous ne nous entendons pas sur leur manière de diriger le pays Cameroun. Je pense qu'en 43 ans, ils n'ont pas été à la hauteur des propres objectifs qui se sont fixés et qu'il faut qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des personnes autour de moi pour nous convaincre aujourd'hui qu'il faudra accepter des choses qui ne correspondent pas à la vérité. Oui, justement, je l'ai posé à bon nombre d'acteurs politiques. Hiram Samuel, demain ministre, est-ce qu'il accepterait dans le régime Biya? Ministre de qui? Du président Biya? Oui. Le président Biya a prêté serment le 6 novembre. Il a appelé les Camerounais à l'union sacrée.
Nous avons réagi le 14 novembre par une vidéo et par une correspondance que nous lui avons adressée. Ces services l'ont reçu, je ne sais pas si lui-même personnellement en a pris connaissance. Et nous lui proposions un plan de refondation du Cameroun en 10 étapes. C'était très clair pour nous. Répondant à l'Union sacrée. La première étape, c'était la libération de tous les prisonniers politiques. Première étape, indiscutable. La deuxième étape, c'était une concertation pour mettre du contenu dans ce qu'il appelle Union sacrée. La troisième étape, c'était une démarche vers une révision consensuelle du code électoral. Et ensuite, donc, la formation de ce gouvernement d'Union sacrée. Vous convenez avec moi que quand vous faites une proposition comme ça veut dire que vous vous rendez disponible pour participer à l'implémentation de la proposition. Mais elle est claire. Est-ce qu'aujourd'hui, les prisonniers politiques sont libérés? Non. Est-ce qu'il y a eu une concertation pour construire le cadre de l'Union sacrée? Absolument pas. Est-ce que le code électoral est en train de subir des modifications de manière consensuelle? Non. Ça veut dire que le président Biya a rejeté la proposition que nous lui avons faite. Il a rejeté le schéma d'union et, j'allais dire, de conciliation, de réconciliation de la nation camerounaise que nous lui avons proposé. Donc, une fois de plus, nous ne sommes pas sur le même chemin politique. Comment pouvez-vous donc être ministre d'un président qui n'a pas la même ligne politique que vous? Donc, pour répondre très clairement, non. Non, dans les cas actuels, vous refusez? non, je n'irai pas, parce que j'irai pour mettre en place une ligne politique qui est totalement contradictoire à ce que je propose. Maintenant, si à l'époque, parce qu'on ne peut pas revenir dans le temps, le président avait commencé par libérer les prisonniers politiques, il avait commencé par engager une démarche de réconciliation, de mise en contenu de cette union sacrée. Il avait modifié le code électoral de manière consensuelle. Je me serais donc retourné vers mon appareil politique de MP3 et vers les alliés pour dire, nous avons proposé quelque chose au président, il en a tenu compte. Si jamais il nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce n'est pas le cas. Et donc, dans l'état actuel, je continue de constater que la ligne du RDPC n'est pas la nôtre. Je ne peux donc pas participer à un gouvernement qui conduit une ligne qui est aux antipodes de ce que nous nous proposons pour transformer le Cameroun. Le 2 avril, le président de la République a convoqué au Congrès le Parlement pour retoucher la Constitution. Et ça fait quand même la 13e fois en 43 ans, j'allais dire 44 ans de gouvernance. On va introduire au Cameroun, ce n'est pas nouveau, un poste de vice-président. Quel est votre regard? Un regard global. Je n'aimerais pas m'attarder uniquement sur la question de vice-président. Oui, je vous l'ai global. dit, nous avons proposé une réforme consensuelle, pas seulement du code électoral, mais du modèle d'organisation des pouvoirs publics, de l'appareil institutionnel camerounais pour qu'il corresponde mieux aux besoins des Camerounais de 2026. Il faut le rappeler, la Constitution de 96, un enfant né en 96 a 30 ans cette année. La Constitution de 96, qui elle-même répondait à un contexte qui posait déjà des problèmes depuis la fin des années 1980, n'a pas été totalement mise en place, alors qu'elle-même était le résultat des débats ou des conclusions de la tripartite. Ça veut dire qu'il y avait quand même un certain consensus vers cette constitution-là. Aujourd'hui, le RDPC, il va tout seul. La première des choses que je voudrais condamner, c'est la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux. Les Camerounais ont délégué leur pouvoir à des élus locaux pour une période de 5 ans. Ça va être la 3e fois de suite que l'on proroge ces mandats-là. Autant faire passer le mandat des députés et des conseillers municipaux à 7 ans, une bonne fois pour toutes. C'est la première des choses que nous condamnons. Ça ne fait pas de sens et ça viole le contrat de confiance que les Camerounais ont avec leurs dirigeants. La deuxième des choses que nous condamnons, parce que nous en entendons parler, c'est la volonté de procéder à un redécoupage du territoire national. Et nous espérons que cela ne sera pas également fait hors d'un champ de concertation avec l'ensemble des forces politiques et celles de la société civile. Et enfin, la troisième chose, oui, nous condamnons l'instauration d'une fonction de vice-président, simplement parce que le président Biya aurait été élu sur la base du projet de société qu'il a présenté au Camerounais pendant la campagne en 2025. Il ne me semble pas que ce projet-là intègre une fonction de vice-président. Donc, s'il dit que les Camerounais lui ont accordé leur confiance, ils la lui ont accordé sur la base d'un projet clair qui a été présenté. Aujourd'hui, il viole les contenus de ce projet-là. Ensuite, il y a tout le monde. Un vice-président qui est nommé par le président de la République, il devrait être élu au suffrage universel comme le président de la République, étant potentiellement le futur garant des institutions, de l'unité de la nation en cas de vacances du pouvoir. Donc, je pense que ça a été fait, comme l'a dit le doyen d'âge du Sénat, le sénateur Zenguele, dans la précipitation, et que l'avenir du Cameroun ne doit pas se définir dans l'ombre ni dans la précipitation. Je condamne fermement tout ce qui s'est passé et qui continue de se passer au Parlement camerounais depuis l'ouverture de la session parlementaire. Je pense que c'était le 10 mars dernier.
Oui, bien sûr. Et le président du MRC, Maurice Kamto, a lancé une pétition en ligne pour contester. Pensez-vous que ça peut faire basculer les choses? Je ne sais pas, mais tous les actes de contestation sont légitimes. Mhm. Certains députés de l'opposition se sont exprimés à l'Assemblée nationale et dans les médias pour dire qu'ils sont contre. Certains doyens du ADPC ont dit que la méthode n'y était pas, même s'il y avait un besoin de consolider la stabilité de l'exécutif. J'ai moi-même commis une vidéo et une déclaration pour dire que c'était un jour sombre que je condamnais. Donc, je soutiens également le candidat du MRC, comme tous les autres acteurs politiques camerounais, qui essaieront des démarches qui nous permettent de démontrer que le peuple camerounais est contre les manœuvres institutionnelles qui sont actuellement en cours au niveau du Parlement. Nombreux sont les acteurs politiques qui pensent, et même les activistes camerounais, qui pensent que le peuple camerounais est à mort, poltron. Déjà, de janvier en février, il y a eu, rien que dans la ville de Yaoundé, 17 cas de féminicide. Et depuis un certain temps, vous entendez les infanticides, les viols, et il n'y a pas de mesures fortes. Rares sont les acteurs politiques, à part vous, qui, de manière claire, condamnent ces vices-là. Certains en parlent de manière à l'envoler. Est-ce que vous pensez que ce peuple-là est poltron? Non, je ne pense pas. Ce serait mal connaître l'histoire du Cameroun. En Afrique subsaharienne, le seul pays d'Afrique francophone qui a véritablement lutté pour son indépendance, c'est le Cameroun. Il y a eu une guerre au Cameroun de 54-55 jusqu'à pratiquement 71-72 pour la libération et pour l'indépendance du Cameroun. C'était nos grands-parents. La plupart d'entre eux sont morts en voulant la libération de ce pays. Dans les années 90, les parents de ma génération se sont battus, certains sont morts pour qu'on obtienne le minimum de cadre de multipartisme qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Ce n'est pas des réactions de poltron. À la dernière élection présidentielle, vous l'avez dit, nous sommes sortis du scrutin le 12 octobre. Une semaine après, quand les Camerounais ont eu l'impression qu'il y allait avoir une manipulation de la volonté qu'ils ont exprimée dans les urnes, certains sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement. Il y a eu quelques cas de casse que nous condamnons. Et certains ont donné leur voix au mot d'ordre de ville morte pour manifester pacifiquement en restant à la maison. Ce n'est pas des réactions de poltron. Donc le peuple camerounais est un peuple qui s'est continuellement battu pour l'obtention de ses droits, mais qui en face a d'abord eu une machine coloniale extrêmement répressive et aujourd'hui une machine administrativo-politique qui est encore plus répressive que les colons, qui tue ses propres enfants et qui se donne tous les moyens de conserver le pouvoir, peu importe le prix. Donc face à ça, des fois les gens peuvent se sentir résignés. Des fois, les gens peuvent avoir envie de protéger leur vie et celle de leur famille. Est-ce qu'on va sincèrement le leur reprocher? Je ne pense pas. Pour le cas des féminicides ou des infanticides qui commencent à être à répétition, je pense qu'on a une société profondément malade. Profondément malade, qui est aussi l'une des conséquences de la malgouvernance, des gens qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à trouver du travail, la dépression qui devient de plus en plus généralisée, des personnes instruites qui se retrouvent à la rue. Mentalement, beaucoup de Camerounais ne sont plus très stables dans ce climat-là. Et malheureusement, très malheureusement, nous commençons à avoir des actes que je pourrais qualifier de satanistes, qui se multiplient sur le territoire et qui font que nos femmes, nos enfants, nous-mêmes ne sommes plus du tout en sécurité. Il y a des mesures fortes qui doivent être prises. Peuvent-elles encore être prises par ceux-mêmes qui sont les acteurs de l'échec que nous constatons depuis des années? Je ne sais pas. Pour ma part, je prends ma responsabilité à chaque fois parce que je pense que la vie humaine est ce que nous avons de plus précieux et que nous devons la protéger à tous les prix, surtout quand il s'agit des plus vulnérables. Donc, je continuerai de condamner les actes de féminicide. Je pense qu'il doit y avoir des punitions et des sanctions pénales de plus en plus graves. Je pense qu'on a voulu montrer l'exemple avec quelques cas, notamment une peine de mort pour le cas du petit Matisse. Et je pense qu'effectivement, pour les enfants, nous ne devons pas, peut-être que certaines peines de mort doivent effectivement être appliquées parce qu'il faut le dire, hein, ça fait déjà quelques décennies que on n'applique plus effectivement la sanction de peine de mort. Elle est commue en réclusion à perpétuité. Mais nous pensons qu'il faut que quelques cas servent d'exemple pour que les gens ne se disent plus qu'en toute liberté, ils peuvent porter atteinte à la vie des femmes et des enfants. Si on est fort, si on est un homme, on se compare aux hommes. On va sur un ring de boxe pour être un athlète. On ne donne pas des coups jusqu'à donner la mort à ces femmes qui donnent la vie et qui offrent à notre pays les enfants dont nous avons besoin pour bâtir notre République. Que pensez-vous de la division aujourd'hui? Depuis 2018, ça va, il y a une recrudescence de tribal.
Il y a des groupes qu'on appelle les Bami Pawa et autres. On trouve que on colle à certains hommes politiques d'une certaine région, les Bassa, les Kouagne. Eh bien, d'aucuns, les Douala pensent que non. Ils ont été expropriés par ces Bamileke-là qui apprennent. Alors, le tribalisme s'installe. Déjà, Albert Elibi Lobé est aux États-Unis pour parler à la communauté Bassa. Que pensez-vous aujourd'hui de cette fracture du Cameroun? Parce que c'est vraiment divisé. Il y a plusieurs choses. Oui. Il y a une question de crise foncière qu'il faut régler. Mm-hmm. Ce que je l'ai dit, le foncier, ce sera la prochaine guerre au Cameroun. Mm-hmm. Pas en termes d'appropriation de certaines communautés sur d'autres, mais parce que les plus riches ont accès à la terre et pas les plus pauvres, et que ceux qui ont de l'argent, peu importe les communautés auxquelles ils appartiennent, finissent par posséder des surfaces inimaginables de terre au détriment des fois des communautés qui ont grandi, qui ont vécu depuis des générations. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Et j'ai dit, il n'y a pas besoin d'employer la fibre communautaire pour le régler. C'est un problème factuel, il faut y trouver une solution. Maintenant, il y a la question des divisions dont vous parlez, qui pour moi ne relève que de l'instrumentalisation politique. Je ne veux pas refaire ici l'histoire du Cameroun. L'UPC, quand vous entendez Onana, vous entendez Mangabel, vous entendez Oumyombe, vous entendez Ernest Ouandji, Félix Mounier, on parle pratiquement de tous les communautés du Cameroun qui sont représentés. Je ne voudrais pas parler des Ndetou Manza et autres qui avaient une faction de l'UPC dans la région anglophone. Donc, on parlerait de quelle division dans la réalité? Est-ce que dans notre quotidien, en tant que Camerounais, il y a des divisions? Nous mangeons ensemble, nous faisons des affaires ensemble, nous nous marions ensemble, nous faisons des enfants ensemble, au quotidien. En réalité, il y a deux tribus au Cameroun. Il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui ne mangent pas. Et dans ceux qui mangent, il y a de tout. Et c'est ceux qui mangent qui instrumentalisent le frais tribal de temps en temps pour distraire ceux qui n'ont déjà pas à manger afin qu'ils se tapent dessus les uns les autres et qui ne s'intéressent pas à l'utilisation de leur argent. C'est essentiellement ce qui se passe. Et vous allez vous constater que ces phases de violence tribale augmentent toujours à l'approche des échéances électorales. Et ensuite, ça redescend. Donc, c'est fait à descendre. Moi, je demande simplement aux Camerounais d'avoir un peu plus de recul que cela. Des bons et des mauvais, il y en a partout. Des gentils et des méchants, il y en a partout. Des honnêtes et des malhonnêtes, il y en a dans toutes les religions, dans toutes les communautés que compte notre pays. Pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que vous allez attribuer ce fait de mal-là à tous ceux qui appartiennent à sa communauté. Nous devons avoir beaucoup plus de recul. Et moi, particulièrement, dans le passé associatif que j'ai fait le tour du Cameroun. Je suis allé à la rencontre du patrimoine réel de notre peuple. Et je le dis toujours, quand on creuse vers l'essence traditionnelle, je n'ai pas envie de dire initiative des peuples camerounais, on se rend compte qu'on a le même seau que le même réservoir. Et qu'en réalité, nos différences ne sont que des différences folkloriques. Quand vous allez dans l'essence de l'histoire de certains peuples, je ne parlerai pas des peuples du Yonkam, qui ont un lien fort avec ceux du Nkam, qui vont vous dire que lors de l'initiation de leur chef, le chef supérieur des Bana, il y a certains rites qui sont exécutés par des chefs qui viennent du Nkam. Je ne parlerai pas de l'histoire de nos frères du Ndé, dont dans la consonance, on va remonter une partie chez les Bamoun, une partie chez les Tika, une partie même potentiellement chez les Sawa. Donc nous sommes un même peuple qui, dans l'histoire, a connu des migrations, des changements, des mariages. Il ne faudrait pas qu'on s'identifie à cela. C'est le moment de fonder la nation camerounaise. Nous sommes le résultat de ce que les autres ont voulu. On a découpé le Cameroun, nous nous sommes retrouvés sur le même territoire avec l'obligation de former une nation. Je pense qu'on a passé 60 ans à se taper dessus. Pour le bien des autres, c'est le moment de se remettre à la même table de discussion et d'arrêter cette division-là qui ne profite qu'à ceux qui dirigent le Cameroun. Oui, vous étiez dans la diaspora, vous êtes rentré au Cameroun, vous êtes l'un des rares quand même revenus. Que pensez-vous de la double nationalité et quel est l'apport que la diaspora peut pour le développement réel du Cameroun? Alors deux choses, je ne suis pas l'un des rares. En fait, les mouvements migratoires sont changeants, c'est ce que je vais dire. Quand moi je suis rentré en 2011, il y avait beaucoup de gens de la diaspora qui rentraient. Beaucoup. Parce qu'en ce moment-là, nous avions un certain espoir dans l'avenir de notre pays. Il y a une quinzaine d'années, tout paraissait, en fait, le Cameroun paraissait se positionner sur une rampe de décollage. Nous venions d'adopter le document stratégique pour la croissance et de l'emploi qui nous permettait, nous promettait une augmentation de la croissance d'1 point par année pour que d'ici 2015, on atteigne une croissance à 2 chiffres soutenue pendant 15 ans qui nous amènerait vers l'émergence à l'horizon 2035, dont les Camerounais sont rentrés. Seulement, après ce retour-là, on a commencé à se rendre compte que c'était des promesses vaines, qu'elles ne se réalisaient pas, que le pays croulait sous le poids de la malgouvernance, de la gabegie financière. Et donc, les gens ont commencé à repartir. Et donc, aujourd'hui, on assiste à ce flux extraordinaire de personnes qui sortent du Cameroun, principalement vers le Canada.
Avant, c'était essentiellement les métiers techniques. Maintenant, vous trouvez des comptables, des employés de banque qui gagnent 1 million et demi, 2 millions parfois, qui partent avec leur famille au Canada. Ça veut dire qu'ils ne se projettent plus dans l'environnement camerounais. Deux choses. Je pense qu'il faut adopter la double nationalité. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Que des personnes qui participent à l'épanouissement de notre pays, qui participent à l'épanouissement de nos communautés, qui envoient de l'argent à la rentrée scolaire pour envoyer les enfants à l'école, qui envoient de l'argent pour construire des centres de santé et soigner nos familles, ne puissent pas participer librement, aller et venir librement sur le territoire camerounais. Donc nous sommes en faveur de l'adoption de la double nationalité, mais nous l'avons dit, elle sera restreinte pour certaines fonctions politiques. De notre point de vue, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés et les sénateurs et les directeurs généraux de certaines entreprises nationales stratégiques ne doivent avoir uniquement que la nationalité camerounaise. On a les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les Camerounais qui entreprennent au quotidien peuvent être dotés de 2 ou de plusieurs nationalités par ailleurs sans que ça ne pose un quelconque problème à la stabilité de l'État. La deuxième des choses, c'est que je pense que la contribution de la diaspora ne peut pas se limiter à la double nationalité. Il y a au moins 2 pas importants. C'est pratiquement 500 milliards d'envois de fonds au Cameroun chaque année qui vont dans nos familles, mais qui ne sont pas dirigés vers ce que j'appellerais des investissements productifs. Donc nous militons en faveur de la création d'un fonds d'investissement des Camerounais de l'étranger, piloté parallèlement entre certaines directions au niveau du MINREX et ces mêmes Camerounais-là, qui investiraient donc dans les projets d'infrastructures publiques. Je parle des hôpitaux, je parle des écoles, je parle des infrastructures de transport, et de l'autre côté, un certain partage d'expériences, notamment dans le domaine technique et technologique, où les Camerounais excellent dans le monde entier. Donc, je pense qu'il y a ces ponts-là à créer pour pouvoir bénéficier de ce que la diaspora a accumulé comme savoir, comme expérience et comme épargne à l'extérieur du Cameroun. Dites-nous très clairement, les statistiques que nous avons démontrent qu'en 2025, le Cameroun est le 4e pays au monde avec beaucoup plus de migrants, derrière la Philippine, la Chine et bien d'autres. Est-ce que le Canada est vraiment un Eldorado pour les Africains? Non, je ne pense pas. Et ceux qui vont s'en rendre bien compte. Ce n'est pas un Eldorado, mais c'est un pays qui offre un minimum de confort social. Au Canada, vous avez des compétences, vous êtes recruté. On ne regarde pas d'où vous venez, quelle religion vous pratiquez. Le jour de l'an, quelqu'un a 3 millions, il part, est-ce qu'il va vraiment? Oui, parce qu'il y a un problème de projection sur l'avenir. La personne qui gagne 2 millions qui part, ne part pas parce qu'elle ne vit pas bien au Cameroun. Elle part parce qu'elle a l'impression que ses enfants n'auront pas d'avenir au Cameroun. Donc, elle y va, elle obtient la nationalité, elle transfère ces nationalités-là à ses enfants qui, eux, vont évoluer dans un environnement qui leur donne un peu plus de justice et d'équité. C'est pour ça que les gens partent du Cameroun. Je pense qu'aucun Camerounais part parce qu'il n'aime pas son pays, qui aimerait laisser l'odeur du poisson brisé pour pouvoir aller dans un pays où vous mangez ce qu'on appelle, les enfants appellent du junk food, de la nourriture chimique à longueur de journée. Personne qui laisserait la chaleur de se retrouver tous les dimanches en famille, d'aller jouer au foot le samedi après-midi pour aller se retrouver dans un pays où vous avez 6 mois d'hiver. Personne. Les Camerounais partent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils essaient de garantir l'avenir de leur progéniture. Donc non, le Canada n'est pas un Eldorado, mais dans la réalité actuelle, il offre un environnement qui donne plus d'espoir, plus de perspectives à nos frères et à nos sœurs. On ne peut pas empêcher à un être humain de se déplacer, de se mouvoir pour aller chercher un meilleur avenir là où il pense le trouver. Nous sommes à la fin de cette émission. Une avant-dernière question. Que pensez-vous de l'arrivée du pape? Est-ce que c'est bien indiqué, le moment indiqué? Il n'y a pas de moment. Le Cameroun est un pays laïque, à la croisée de plusieurs confessions religieuses, qui a une très forte communauté catholique. Le pape vient les rencontrer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aimerais que le pape se souvienne de 2 ou 3 choses fondamentales. La première, c'est que l'Église n'a pas toujours eu le bon rôle dans les mouvements de libération dans le cas du Cameroun. L'Église a souvent livré, l'Église catholique a souvent livré un certain nombre de nos combattants à la vindicte populaire ou à l'administration coloniale puis néocoloniale. Je ne parlerai pas du cas de Oumyobé ou d'Agnès Ouandjé. Et donc, les Camerounais sont en droit de se demander aujourd'hui si l'Église catholique choisit toujours d'être du côté des puissants ou du côté du peuple qui souffre. La deuxième des choses, là je parlerai, vous me le permettrez, en tant que Bassa. L'Église catholique en 1959 a planté une croix sur notre site sacré, la grotte de Ngopitouba, par un évêque en prétextant que ce site-là lui avait été offert par les communautés locales. Je ne sais pas si Rome accepterait que la statue du Bouddha Siddhartha Gautama soit plantée
au sommet de la basilique Saint-Pierre et Paul. Donc nous réclamons que cette croix-là soit enlevée de notre site sacré parce qu'elle n'y a pas sa place. Et la troisième des choses, bon, le pape va sans doute avoir des échanges avec le régime en place, il va sans doute rencontrer les acteurs de la société civile. Je pense certains leaders des mouvements sécessionnistes lors de son arrêt à Bamenda, qu'il se rappelle qu'il vient dans un pays en crise, mal gouverné, où le régime en place broie la jeunesse. Et donc, j'imagine qu'il aura sans doute appelé un moment de paix. Mais j'espère qu'il utilisera son influence pour que le Cameroun redevienne une terre d'espérance par la justice, par la vérité et par une paix véritable qui se fonde sur l'équité et l'égalité des chances pour tous les Camerounais. Hiram Samuel Liodi, c'est un plaisir de vous avoir. Un mot de fin aux jeunes Camerounais qui vous regardent et vos futurs militants. De s'engager, la politique, c'est le seul champ qui impacte tous les aspects de notre vie. C'est dans la politique que l'on décide du niveau des impôts que vous allez payer. C'est dans la politique que l'on décide de la qualité des hôpitaux dans lesquels vos épouses vont aller donner de la vie. Dans la politique qu'on décide de la qualité de l'éducation que vos enfants vont recevoir pour pouvoir trouver du travail. C'est dans la politique qu'on décide de l'infrastructure qu'on met en place pour que vous puissiez créer des entreprises qui vont perdurer. C'est dans la politique qu'on décide de la qualité des routes, de l'eau, de l'électricité. Investissez le champ politique, c'est le seul endroit où vous pouvez prendre une décision qui impacte durablement votre avenir. En sortie, je dirais simplement que dans les prochains jours, le MP3 va poursuivre ses activités de mobilisation. Le 11 février, samedi prochain, nous aurons l'installation de notre bureau départemental. Le 11 avril 11 avril, excusez-moi. 11 avril, l'installation de notre bureau départemental dans la Sanaga maritime au lendemain du 10 avril, qui est une date iconique, celle de la création de l'UPC. Et dans quelques jours, je vais m'envoler vers la France pour rencontrer la diaspora camerounaise d'Europe avec un meeting d'installation de la Fédération MP3 de la diaspora le 2 mai à Paris. Donc, ce sont des activités qui nous permettent encore plus d'expliquer quel est notre projet, d'essayer de rallier les Camerounais en notre cause. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à venir défendre notre avenir dans le champ politique. C'est là qu'on peut peser et avoir de l'influence pour faire basculer les choses. Amen. C'était Hiram Liodi. Vous êtes très nombreux à nous regarder, à nous faire confiance. Nous recevons des invités taillés sur mesure. Vous avez constaté comme moi, il est cultivé, il maîtrise le Cameroun, il ressort les racines de l'histoire de notre pays. Quoi de mieux ici même que de se rallier et d'accompagner cette idéologie, et j'en suis vraiment séduit, et que demain, que Cameroun Nouveau, peut-être sous le label de MP3, puisse voir le jour. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.